Parlons un peu de la Chine. En 2014, selon la mesure plus représentative de la valeur du pouvoir d'achat, la Chine est devenue la plus grande économie du monde, dépassant même les États-Unis. Mais ce n'est pas de sa taille dont je veux discuter, mais plutôt de sa croissance, qui alimente beaucoup les discussions depuis quelque temps. Le premier ministre Li Keqiang tente de distinguer sa politique économique de celle de ses prédécesseurs, qui est maintenant reconnue comme ayant été trop rapide sur les stimuli et trop lente sur les réformes. Depuis quelques 2 ans, le nouveau gouvernement s'est concentré à restructurer son modèle économique, alors qu'il a intentionnellement ralenti la croissance du crédit en haussant de façon importante le taux d'intérêt interbancaire. Pour résultat que le shadow banking est sous attaque, la monnaie et la croissance du crédit ont ralenti et le marché immobilier a commencé à se dégonfler. Nous croyons que les anxiétés sur la Chine et les craintes d'un hard landing et de ses conséquences sont exagérées. Mais il me semble que le débat entre hard et soft landing, qui prévaut depuis quelques années, est un faux débat en ce qu'il manque le point sur les perspectives économiques chinoises. Il confond les ajustements cycliques de marché que nous sommes habitués de voir se produire aux États-Unis et en Europe avec ceux résultats d'un processus contrôlé qui se produit en Chine. L'économie chinoise fait face à 2 options fort différentes, et celles-ci seront déterminées par les politiques que Beijing choisira au cours des 2-3 prochaines années. Beijing peut gérer une rapide décélération de la création de crédit, qui inévitablement résultera en une croissance économique moins rapide, mais plus saine. Ou encore, Beijing peut permettre assez de crédit afin de prévenir un tel ralentissement d'activité et repousser à plus tard l'ajustement inévitable et plus dommageable, comme on l'a vu en Occident en 2008. En d'autres termes, le choix n'est pas entre un hard et un soft landing, mais bien entre un long landing, dans lequel la croissance ralentit significativement, mais de façon contrôlée en limitant les dommages à l'emploi, jusqu'à 3-4 même, et ce que les observateurs mal informés définiront comme un soft landing, quelques années de croissance à 6-7 suivi par un effondrement de la croissance et un chômage en forte hausse. Un soft landing serait, selon cette interprétation, simplement un prélude à une très sérieuse et déstabilisante contraction de la croissance économique. Au lieu de célébrer le soft landing comme un signal que Beijing réussit à gérer les ajustements à son économie, on devrait plutôt y voir que Beijing n'est pas capable de mettre en œuvre les réformes qu'elle sait qu'elle doit opérer. Un soft landing devra augmenter nos craintes d'un hard landing prochain. Un regard sur le passé économique récent de la Chine permet de comprendre la source des ajustements présentement en cours. La principale politique économique de la Chine depuis 2 décennies a été la répression économique. Cette répression a pris 3 formes. Premièrement, en contraignant la croissance des revenus des ménages et en favorisant la production. La Chine a moussé des taux d'épargne exceptionnellement élevés. Deuxièmement, en limitant les façons que les ménages chinois pouvaient épargner, surtout en dépôt bancaire, Beijing a été capable de contrôler la direction de ces épargnes. Et troisièmement, Beijing contrôlait les taux aux déposants et aux emprunteurs en les fixant à des taux, à des niveaux beaucoup plus bas que ce qui aurait été en vigueur normalement. Des taux d'intérêt très bas eurent plusieurs conséquences importantes. D'abord, parce que cela constituait un transfert des épargnants vers les emprunteurs. Ils ont aidé à intensifier l'écart entre le revenu des ménages, les épargnants, et celui de la croissance économique globale générée par les emprunteurs. Ceci a mené au très grand déséquilibre de l'économie chinoise, où la part de la consommation en pourcentage du produit national brut a chuté probablement au niveau le plus bas jamais enregistré dans l'histoire. Deuxièmement, en rendant l'accès au crédit extrêmement peu onéreux pour les emprunteurs, Beijing a stimulé une demande d'emprunt presque illimitée. La répression financière a alimenté une énorme croissance de l'activité économique où les emprunteurs ont pu en profiter pour investir dans presque tous les projets pour lesquels ils pouvaient obtenir l'approbation.
Troisièmement, lorsque la Chine avait désespérément besoin d'investissements dans les débuts de sa phase de croissance, cette progression de l'activité économique représentait une réelle création de richesse. Mais comme on peut s'y attendre, on avait alors semé la graine de la dégradation de la discipline d'investissement. La répression financière a été la principale explication des erreurs de mauvaise allocation du capital que la Chine a connues depuis une décennie. Ceci explique pourquoi comprendre le phénomène de la répression financière est si important pour comprendre la façon dont la Chine doit s'ajuster aujourd'hui. Sans entrer dans les détails, ceci étant expliqué par Michael Pittis dans son China Financial Markets, sachez que le coût de cette répression pour les ménages chinois, les principaux épargnants, a été énorme depuis 20 ans. Il l'estime à quelque 5 à 8 du PNB annuellement. Ceci représente un gigantesque transfert de richesse des ménages vers les emprunteurs. Et ça explique pourquoi la consommation chinoise a constitué un si faible poids de l'activité économique chinoise dans son ensemble, soit environ 35 versus le double aux États-Unis à 70 On comprend alors pourquoi la répression financière, bien que fort utile dans les débuts de l'histoire de la croissance économique de la Chine, en donnant un stimulant majeur à l'investissement, ultimement est devenu un des principaux problèmes du pays une fois que les investissements n'avaient plus à être hyper-stimulés. Imaginez les abus que pouvaient provoquer des taux d'emprunt de 7 et une activité économique qui croissait au rythme nominal de 18 à 21 Maintenant, par contre, le taux d'emprunt officiel est de 7,5 et le PNB nominal croît de 8,9 Pas mal moins facile de justifier ces projets d'investissement et d'emprunter pour ceux-ci. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que la fin de la répression financière fait en sorte que même si l'économie ralentit sa croissance, les ménages consommateurs non seulement ne souffriront pas, mais leur consommation ira en augmentant, générant une activité économique différente pour la Chine, mais plus durable. La Chine va progresser vers un système qui fait un usage plus efficace et productif de son capital et les excès des dernières années vont graduellement disparaître. Tout aussi important, une croissance plus lente ne générera pas de turbulences sociales parce que le ménage chinois, surtout la classe moyenne et les plus démunis, conserveront une beaucoup plus grande part de la création de richesses. La distorsion qui a provoqué une faible croissance des salaires par rapport aux gains de productivité sera aussi amenuisée, comme elle a commencé à l'être depuis environ 5 ans. Le consommateur moyen verra son revenu disponible progresser environ 2 fois plus rapidement que l'économie dans son ensemble, un renversement de ce qu'il a connu depuis 20 ans. Dans une décennie, le poids des consommateurs dans l'économie chinoise devrait atteindre environ 50 à 55 encore bas, mais plus exceptionnellement bas comme actuellement. Qui plus est, la consommation et sa demande en biens et services créent un besoin plus intensif en main-d'œuvre que l'investissement. Donc, le recul de la croissance économique ne provoquera pas nécessairement au net une baisse de l'emploi, probablement même une hausse de celui-ci. Les périodes de transition sont toujours remplies de risques. Les besoins du long terme et les coûts du court terme dicteront les décisions politiques en Chine. À suivre. Quelques mots maintenant sur l'Europe, région dans laquelle nous venons tout juste d'augmenter nos pondérations en portefeuille. En gros, les conditions économiques et monétaires en Europe n'indiquent pas un marché baissier. L'euro est peu cher, les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement extrêmement bas et le cycle économique se stabilise après un milieu d'année plus difficile en 2014. Avec un prix du pétrole en chute libre, des signes avant-coureurs d'une reprise des bénéfices des entreprises et une assurance encore plus grande de support de la Banque centrale, les bourses en Europe devraient cesser de sous-performer. On ne parle pas ici, bien entendu, de la résolution des problèmes structurels de l'Europe. Malheureusement, les pays qui ont plus besoin de réformes structurelles, comme la France et l'Italie, sont les moins susceptibles de les implanter à cause des coûts politiques auxquels elles sont associées. Et les pays qui sont les mieux équipés pour assouplir leur politique fiscale et dépenser, comme l'Allemagne,
ont peu d'incitatifs à le faire, croyant aux vertus d'un budget balancé. C'est pourquoi tous s'appuient sur la pauvre Banque centrale européenne pour soigner tous les maux. Remarquez que ça ne prendrait pas une grande croissance économique en Europe pour stimuler les bénéfices des entreprises. Même avec une croissance économique faible de, disons, 1,5 %, les bénéfices des entreprises en Europe pourraient augmenter rapidement. Ceci s'explique facilement par le fait que le profit d'une entreprise est le résultat de la soustraction de deux gros chiffres, les revenus moins les dépenses. Si vos revenus, par exemple, sont de 100 $ et que vos dépenses sont 95 $, votre profit est de 5 $. Si vous réussissez à geler vos dépenses à 95 $, pendant que vos revenus passent de 100 à 101,5 $, soit 1,5 % de plus, votre profit devient 6,50 $. Donc, une hausse de 30 % des bénéfices avec une augmentation de seulement 1,5 % de vos revenus. C'est exactement ce qui se produit aux États-Unis depuis 2009, alors que les bénéfices des entreprises ont progressé beaucoup plus rapidement que la croissance somme toute anémique de son économie. La même chose est susceptible de se produire en Europe. Et plus on est tôt dans le cycle de reprise économique, plus ce phénomène est important et le levier sur les profits est substantiel. Si l'on combine des bénéfices potentiellement en forte hausse et des ratios d'évaluation quelque 30 à 40 % plus bas qu'aux États-Unis, il est clair que l'Europe mérite notre attention d'investisseurs. En guise de conclusion, j'aimerais parler un peu du comportement de l'investisseur individuel. Nous faisions allusion l'an passé au fait que le temps était l'ami de l'investisseur individuel qui n'avait pas à tenter à produire à court terme des rendements exceptionnels. Si l'on en croit l'ONU, dans un rapport publié en 2014, il semble que cette vérité soit passée inaperçue pour plusieurs. En effet, en 1970, le temps moyen de détention d'une action était de 4 ans. En 2008, il était de 2 mois. En 2014, 22 secondes. Ah, 22 secondes, je viens de changer d'action. Il n'y a pas seulement la patience des investisseurs qui s'est effritée au cours des années, il y a aussi la durée de vie des compagnies. Celle-ci démontre des tendances de destruction et de renaissance. La durée de vie moyenne des compagnies du Standard & Poor's 500 américain, l'indice principal des plus importantes sociétés américaines, était d'environ 60 ans en 1960. Aujourd'hui, on parle de seulement 15-20 ans. Ça veut dire qu'au rythme actuel, on doit refaire la composition du Standard & Poor's 500 aux 2 semaines environ. La multiplication des transactions de fusion et acquisition, les gros devenant plus gros, la privatisation des compagnies qui ne veulent plus avoir à rendre des comptes à chaque jour aux investisseurs, les changements technologiques qui rendent la vie dure aux champions du passé ont tous contribué à réduire le bassin de sociétés cotées en bourse et disponibles à l'investissement. De 1998 à 2013, soit au cours des 15 dernières années, le nombre de compagnies cotées en bourse a chuté de 40 %. Je n'ai pas les statistiques, mais pendant la même période, le nombre de fonds mutuels et de placements indiciels a explosé à la hausse. Donc, plus de participants courant après moins de compagnies. Ainsi, au lieu de tenter de se distinguer par la sélection des titres, tout le monde achetant les mêmes titres en bout de ligne, les investisseurs essaient de le faire en négociant activement, très activement même, avec finalement des résultats médiocres au mieux. L'investisseur voudrait bouger son portefeuille constamment, y faire un changement ou un autre, et ce, typiquement, au pire moment. Nous en avons traité l'an dernier. Vous ne pouvez bâtir et conserver votre richesse sans détenir des actions dans votre portefeuille. Mais l'inverse est aussi vrai. Les actions ont besoin de vous. Le contrôle de votre comportement est plus important que tout autre facteur. Les conversations à propos d'investissement tournent habituellement autour de gestion active, gestion passive, faible volatilité, haut bêta, pondération égale ou par valeur au marché, domestique ou internationale, grande ou petite entreprise. Dans le grand schème des choses,
Pour la plupart des investisseurs, ces décisions à la marge ont fort peu d'impact sur le rendement final. Ce qui importe, c'est qu'ils adoptent un plan et qu'ils le suivent, peu importe. Il est préférable pour l'investisseur d'adopter une stratégie sous-optimale qu'il conservera plutôt qu'une qu'il ne comprend pas et qu'il abandonnera au moindre signe de trouble. Le cas des fonds négociés en bourse qui répliquent la performance de tel indice ou de tel autre est un bon exemple de ceci. Ils ont été créés comme placements passifs, sous l'hypothèse que le placement passif procurerait un meilleur rendement à long terme à l'investisseur que la négociation active des titres. La nature humaine étant ce qu'elle est, ces fonds sont maintenant utilisés par l'investisseur comme un outil de trading avec des résultats aussi mauvais que ceux obtenus par le trading des actions individuelles. Invariablement, nous achetons au haut et vendons au bas. Il n'est pas surprenant que, compte tenu de l'objectif de l'investisseur de toujours vouloir maximiser son rendement, il choisit les placements qui ont connu du succès dernièrement. Et il modifie son portefeuille continuellement en vendant les titres qui vont moins bien depuis quelque temps pour les remplacer par d'autres qui font l'inverse. Vanguard, aux États-Unis, vient de publier une analyse portant sur les 10 dernières années et a fait quelques 40 millions de simulations du comportement de l'investisseur et de ses transactions de portefeuille. L'investisseur qui court après la performance récente assume implicitement que celui-ci est plutôt persistante. Par opposition, celui qui prend une stratégie buy and hold, acheter et conserver, assume que la persistance de performance est faible et qu'aucun rendement additionnel peut être obtenu en chassant la performance récente. Comme vous pouvez maintenant vous en douter, après 40 millions d'itérations, le gagnant clair et sans équivoque est celui qui a favorisé le buy and hold. Même pas proche. Peu importe la catégorie d'actifs choisie, parmi 9 grands types d'actions ou fonds d'actions. Je dis fonds d'actions car ce qui est vrai pour des titres individuels est aussi vrai pour la tendance de changer de gestionnaire régulièrement. Nous publions à chaque année un tableau de notre performance historique versus les indices comparables. On y indique notre répartition d'actifs moyenne par année par rapport à une cible de 50 titres à revenus, 50 actions. Depuis 1998, soit 17 ans, le poids moyen de nos actions en portefeuille a été exactement de 50 soit en plein sur notre cible de 50 avec un écart type moyen de seulement 6 autour de notre cible, qui est un écart très faible. Mais nous avons aussi, à l'occasion, tenté d'améliorer notre sort en sous- ou surpondérant le poids des actions. Et heureusement, avec plus de réussite que d'échecs. Nous avons très bien fait en 2009 en profitant de la baisse importante des marchés en faisant le plein de titres à aubaine. Moins bien en 2012, notre prudence nous a finalement nui et on réussit assez bien depuis l'automne 2013 en surpondérant les actions. Nous vous remercions de votre confiance depuis 1998 et continuerons de travailler à la conserver en portant attention aux détails et aux tendances qui échappent à l'œil peu averti. Merci de votre attention.